Chaque club de football a son histoire. Chaque club de football a connu la joie des titres ou des montées en première division, les grandes affiches d'un soir de Ligue des Champions ou des victoires plus modestes. Chaque club a forcément quelque chose à vous raconter, de sa création pour la plupart au début du XXe siècle, à son statut d'aujourd'hui. Un parcours propre à chacun avec ses grandes victoires et ses plus grandes désillusions, ses légendes adulées par les supporters et ses entraîneurs mythiques qui nous rendraient parfois un peu nostalgiques. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler d'un club en particulier, comme pour le premier épisode sur le FC Barcelone, le club de loin le plus titré sur la scène européenne, qui a encore fait parler de lui il y a quelques jours, un club qui a vu passer les plus grands joueurs de l'histoire, le Real Madrid. On va donc revenir sur l'histoire du club de la capitale espagnole à travers les 7 dates les plus importantes qui ont construit ce que l'institution madrilène représente aujourd'hui. Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode d'Histoire de club, bienvenue au Santiago Bernabéu. Et n'oubliez pas que si vous appréciez le contenu, vous pouvez vous abonner et nous suivre sur Instagram et Twitter. Nous on se retrouve pour le premier chapitre de la vidéo. C'est un secret pour personne, le football est né de l'autre côté de la Manche, chez nos camarades britanniques. Alors quand certains d'entre eux débarquent en Espagne au début du XXe siècle avec la ferme intention de continuer à taper la balle, des sociétés sportives voient le jour aux 4 coins du pays. À Madrid, c'est surtout sous l'impulsion de 3 hommes que le Madrid Football Club va voir le jour. Julián Palacios d'abord, puis les frères Carlos, notamment le plus grand frère Juan, qui fondent officiellement le club le 6 mars 1902. Très vite, il devient la place forte du football en Espagne, en battant plusieurs fois son nouveau rival l'Atlético Madrid dans le championnat régional et les autres clubs du pays dans une compétition en l'honneur du roi Alphonse XIII, la Copa del Rey, l'équivalent du championnat d'Espagne à l'époque. Le Madrid FC accueille le club de Paris, continue à démocratiser le football dans la société espagnole et contribue à la création en 1909 de la première fédération espagnole de football. En d'autres termes, les clubs tentent de se professionnaliser, Madrid doit jouer dans un stade plus grand pour accueillir ses nouveaux fans et stabiliser ses revenus. C'est d'ailleurs dans cette enceinte, le Campo de O'Donnell, que Santiago Bernabéu fera ses premiers pas au début des années 1910. Quelques années plus tard, le roi Alphonse, fan de football, offre au Madrid Football Club le titre de Real, qui veut dire royal en espagnol, une particule que le club peut installer au début de son nom, à l'instar de plusieurs clubs à l'époque. En effet, la Real Sociedad à San Sebastián, le Real Vigo Sporting Club ou encore le Real Betis Football Club de Séville avaient déjà reçu cet honneur. Le logo peut donc être modifié avec la nouvelle couronne du roi. C'est ainsi que le Real Madrid est né. En pleine Seconde Guerre mondiale et après la guerre civile qui a fait rage dans le pays entre 1936 et 1939, l'Espagne tente de se reconstruire. Si le Real a connu ses premiers grands succès en 1931 et 1932, en remportant le championnat espagnol tout juste créé, grâce notamment au légendaire gardien espagnol Ricardo Zamora, la suite sera un peu plus compliquée. Seul motif d'espoir, la nomination en 1943 de Santiago Bernabéu, ancien capitaine de l'équipe, qui doit relancer un club qui patine depuis la reprise du championnat après la fin de la guerre en 1939. Le but est clair, il faut rendre l'institution plus professionnelle, notamment chez les jeunes, et la moderniser rapidement pour redorer son blason, et retrouver les sommets d'un sport devenu l'attraction principale un peu partout en Europe. Et pour ça, il va voir les choses en grand, en très grand. Ils sont 50 000 socios qui ont financé la construction du stade en souscrivant en quelques heures un emprunt de 100 millions de pesetas, environ 80 millions de francs belges. Le Real est devenu un club riche grâce à tous les pauvres gens qui l'ont soutenu. Après plus de 30 mois de travaux, le Nuevo Estadio de Chamartín voit le jour en 1947. 75 000 places pour accueillir tous les supporters autour d'une vraie identité. Alors quand l'idée d'une compétition réunissant les plus grandes équipes européennes voit le jour, le club cherche le joueur qui fera vibrer les supporters et fera surtout basculer l'équipe dans une autre dimension sportive. Et ouais, aucun titre en championnat depuis quasiment 20 ans, ça commence à faire long. Ce joueur, c'est Alfredo Di Stefano, un attaquant argentin qui a fait les beaux jours de River Plate à Buenos Aires et des Millonarios de Bogota, et qui globalement a rasé les deux championnats. Le Real le veut absolument, mais le problème c'est que Barcelone le veut aussi, et ce sont bien les Blaugrana qui ont fait la première offre. Au final, après un gigantesque micmac qui va concerner la FIFA, la Fédération espagnole et même la Juventus, le Real obtient les droits du joueur qui rejoint donc officiellement la Maison Blanche. Di Stefano, qui est un joueur argentin qui vient de Millonarios de Bogota, a signé pour le Real en septembre 1953. Il y a eu une grande lutte entre le Barcelone et le Real et nous avons cru en Di Stefano, même qu'il jouait mal au commencement, nous avons cru que c'était un grand joueur. Alors le Barcelone n'a pas cru à renoncer à ses droits. Le Barça se sent floué et conteste la décision en avançant un argument très fort. Le régime franquiste est intervenu dans le transfert
en mettant la pression à la fédération pour favoriser son arrivée dans la capitale. Si le fait n'a jamais vraiment été prouvé, cet incident marque le grand départ de la rivalité entre le Barça, porte-parole sportif de la Catalogne, et le Real Madrid que beaucoup disent proche du pouvoir central, et dont le secrétaire général du club, Saporta, est un proche de Franco. Avec Di Stefano devant, un stade porté à 120 000 places et une communauté déjà de plus de 50 000 socios, le Real est plein bourre. Vainqueur du championnat en 54 avec un Di Stefano déjà meilleur buteur et le jeune Paco Gento qui vient d'arriver depuis le Racing Santander, la Maison Blanche réitère son exploit la saison suivante avec un record de points à la clé. En 1956, la première édition de la Coupe des clubs champions européens doit avoir lieu avec 16 clubs invités, un seul par pays, la compétition étant organisée à l'époque par le journal L'Équipe. Le Real va remporter ce trophée après avoir éliminé l'AC Milan en demi et le Stade de Reims de Raymond Kopa en finale sur le score de 4-3. The repercussions of such a sporting success had an influence on the social and economic aspects of a country. En 1957, en 58, en 59 et en 60, bis repetita. Le Real remporte les 5 premières éditions de la Coupe d'Europe en battant sur sa route la Fiorentina, l'AC Milan, Manchester United, le FC Séville, l'OGC Nice ou le Beşiktaş. Bon, il y a quelques scores de baby-foot, mais c'est normal, à l'époque c'était comme ça. Avec une attaque flamboyante composée des 4 fantastiques Puskás, Di Stefano, Kopa et Gento, le club de Bernabéu domine totalement l'Europe et l'Espagne, les choix sportifs de son président et la politique mise en place depuis sa nomination ont porté ses fruits. À une époque où Pelé en est à ses balbutiements, le Real a tout simplement les 3 meilleurs joueurs du monde. Franco n'hésite pas à utiliser l'image du club qui incarne une Espagne dynamique, flamboyante et ouverte sur le monde. La vitrine idéale pour affirmer son pouvoir, même si Bernabéu n'a jamais eu de relation directe avec lui, et que la relation allait surtout dans un sens, puisque Franco préférait à la base l'Atlético Madrid, club de l'aviation nationale. Bref, sportivement, le Real est au top, des Coupes d'Europe à tout va, des championnats aussi, la vraie première grande équipe de l'histoire, une formation en WM à l'instar de la Hongrie 54, une machine parfaitement rodée, désormais sous les ordres de Miguel Muñoz. On va faire un gros saut dans le temps. En 1978, quelques jours avant le début de la Coupe du Monde, Santiago Bernabéu décède à 82 ans, après 35 années à la tête de la Maison Blanche. Pocas semanas antes de su muerte, el rey Don Juan Carlos le impuso la medalla de oro al mérito deportivo, un merecido galardón para el hombre que ha sido todo en el fútbol español. Son mandat a tout changé pour le club et son travail va se refléter dans les années qui vont suivre. Si le Real est allé remporter une 6e Coupe d'Europe des clubs champions en 1966 contre le Partizan Belgrade, depuis c'est un peu plus calme. En Espagne tout roule, il y a eu 14 titres de champion en 20 ans, mais pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Et c'est alors qu'une superbe génération de jeunes madridistas va faire son apparition, des jeunes formés au club à la Castilla, qui constituent le véritable socle du renouveau du Real, après l'échec en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 81 contre les Reds de Liverpool. Ce sera d'ailleurs la dernière tentative de la bande à Carlos Santillana. Mais cette nouvelle équipe, ce nouveau souffle, agrémenté d'un petit Mexicain qui débarque tout droit de l'Atlético, va traumatiser le championnat espagnol. Butragueño, Sanchez devant, Michel, Sanchis, Vasquez et Valdano avec eux. Le Real remporte 5 championnats d'affilée entre 86 et 90, 2 coupes UEFA, établit des nouveaux records de victoires et de buts, Hugo Sanchez en claque 39, 29 et même 38 en 90. Cette équipe du Real est trop belle, mais cette équipe du Real n'ira pas chercher le Graal. Malgré toutes les promesses et la domination sur le sol ibérique, les Merengues sont battus 3 fois consécutivement en demi-finale de la C1, contre le Bayern Munich, le PSV Eindhoven et la tribu hollandaise de l'AC Milan. No podía parar de llorar porque te daba una gran tristeza, muy duro reconocer que no ibas a tener una oportunidad más así con todo lo bueno que habías vivido. Siento sinceramente que aquel equipo mereció levantar esa copa. Mais c'est aussi ça, un grand club de football. Savoir apprendre de ses occasions ratées, maîtriser la gestion de son effectif même dans les temps faibles, entre la jeunesse du centre de formation ou des clubs alentours, et l'expérience apportée par les recrues. Une recette qui va très vite porter ses fruits. Le début des années 90 est pas très drôle pour le Real Madrid. Cruyff a fait du Barça une machine de guerre, la fameuse Dream Team catalane écrase le championnat et l'Europe en 92, les Madrilènes doivent ronger leurs freins. Il faut attendre 1995 pour voir enfin le Real sortir un peu la tête de l'eau, grâce notamment à l'éclosion du tout jeune Raúl, 17 ans seulement lors de sa première saison avec la Maison Blanche.
Autour de lui, il y a Ivan Zamorano, Mikel Laudrup, le génialissime Fernando Redondo et la charnière emblématique Sanchis-Hierro. L'équipe se reconstruit progressivement. Mais en 96, les ambitions deviennent de plus en plus claires. Un recrutement XXL avec Roberto Carlos, Mijatovic, Davor Šuker et Clarence Seedorf. Là, ça commence à devenir plutôt sérieux. Le championnat dans la poche en 97, la révélation Morientes 21 ans qui débarque depuis Saragosse durant l'été. L'objectif européen est en ligne de mire et cette fois-ci, le Real ne va pas se tromper. Leverkusen en quart, Dortmund en demi et la Juventus de Zidane, Del Piero, Deschamps et Davids en finale. Victoire 1-0 sur un but de Mijatovic. Les merengues ont le sourire jusqu'aux oreilles. Et 2 ans plus tard, avec un 11 titulaire qui a un peu bougé, notamment derrière, et avec Nicolas Anelka devant, le Real élimine les Red Devils à Old Trafford, puis le Bayern quelques semaines plus tard. Au bout d'une confrontation 100% espagnole contre cette magnifique équipe de Valence, le Real à l'expérience l'emporte tranquillement 3-0. À la suite de ce 8e titre européen le 24 mai 2000, Florentino Pérez, homme d'affaires espagnol, est élu 2 mois plus tard à la présidence pour remplacer Lorenzo Sanz, avec pour mission principale de redresser économiquement le club englouti par les dettes. Sportivement, le Real a retrouvé les sommets. Économiquement, la situation laisse craindre le pire. Florentino, qui clame depuis des années la mauvaise gestion du club par le conseil d'administration, va alors proposer une nouvelle stratégie risquée mais complètement avant-gardiste, qui va relancer les finances du club. Florentino arrive donc à la présidence à l'été 2000 et va très vite se mettre en action. Sa première promesse, ramener le futur ballon d'or portugais Luis Figo à la Maison Blanche. Malgré le coût financier du transfert, Florentino est sûr d'une chose, une politique de recrutement agressive en ramenant une star chaque été va forcément être bénéfique pour le club. Le stade sera plein, la boutique complètement vide, les caisses de plus en plus remplies. Figo en 2000, Zidane en 2001, Ronaldo en 2002, Beckham en 2003, Owen en 2004 et Robinho en 2005. L'aspect marketing devient rapidement le centre du projet de gestion de Florentino Pérez. Je vous conseille d'ailleurs l'excellente vidéo de Valfoot qui évoque le rôle du nouveau président dans la restructuration économique du club. Mais les choix marketing vont aussi porter leurs fruits d'un point de vue sportif. Lors de la saison 2001-2002, le Real se hisse une nouvelle fois en finale de Ligue des Champions après avoir sorti le Bayern et le Barça. Ce 15 mai 2002 contre le Bayer Leverkusen de Michael Ballack, alors que le score est de 1 partout juste avant la mi-temps, Roberto Carlos centre depuis son côté gauche. Je pense qu'il va contrôler tout. Quand tu regardes derrière, qu'il a... Je dis non, c'est pas possible. Un but légendaire de notre Zizou national offre au club sa 9e coupe aux grandes oreilles, loin devant le Milan, l'Ajax et Liverpool. La suite des événements va être plus frustrante pour les socios, avec plusieurs éliminations en Europe, aucune Liga remportée de 2003 à 2007. Le sportif est passé au second plan. Bon, forcément, quand tu mets Claude Makélélé à la porte afin d'installer Beckham dans le 11 titulaire, tactiquement, c'est pas la meilleure idée du siècle. Bref, ces fameux Galactiques n'auront pas brillé comme les supporters et le président l'auraient voulu, mais le club va beaucoup mieux financièrement et s'est merveilleusement restructuré. Le stade Santiago Bernabéu a été rénové et modernisé, un nouveau centre d'entraînement a été construit en périphérie de Madrid, le club a encore de belles années devant lui. En 2009, quasiment 10 ans après la reprise du club, Pérez décide de relancer une dynamique en utilisant la même stratégie qu'à ses débuts. Fini la génération des Van Nistelrooy, Cannavaro, Robinho, Schneider ou Robben, place au luxe et aux millions d'euros dépensés. Pero estamos aquí con la pasión y las ideas necesarias para superar las enormes dificultades de este complejísimo momento. Debemos recuperar cuanto antes los sueños, la estabilidad y el tiempo perdido. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. Estoy muy feliz que esta nueva etapa de mi carrera sea mi Real Madrid. Ya está aquí entre nosotros Karim Benzema. Presque 250 au total lors du Mercato 2009, Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, Xabi Alonso et Raúl Albiol, l'objectif ne fait aucun doute. La décima, la 10e Ligue des Champions, doit revenir à la maison.
Mais même avec cette armada impressionnante, même avec Higuaín, Adebayor, Ozil ou Di Maria, même avec Mourinho sur le banc, le Real n'y arrive pas et ne remporte qu'un petit championnat d'Espagne en 2012. Le Barça, le Bayern, le Borussia et même l'OL, la Maison Blanche se fait salir en Ligue des Champions, sans jamais accéder à la finale. Mais en 2013, deux arrivées vont changer le visage du club. Le Gallois Gareth Bale, qui a fait des miracles avec Tottenham, et Isco, tout droit venu de Malaga, prennent place dans la rotation avec Modric, ce qui nous donne une animation offensive totalement effrayante. La planche à billets de Florentino Pérez a de nouveau bien chauffé. Le club ne fait plus aucun cadeau, Cristiano est sur un nuage, le Real écrase le Bayern en demi et rejoint l'Atlético en finale. Une victoire 4-1 à Lisbonne, après l'égalisation épique de Sergio Ramos dans le temps additionnel, la 10e couronne des merengues. Después de tantos años, pues es una alegría, ¿no? Muy grande poder disfrutar de ese momento único que te lleva siempre. Le Barça et la MSN leur volent la vedette l'année suivante, mais le Real n'a pas dit son dernier mot. Les 3 saisons suivantes, le club désormais coaché par Zinedine Zidane va remettre la main sur le trophée. Une domination sans partage en Europe, un triplé historique que personne n'avait réalisé depuis le Bayern de Beckenbauer au milieu des années 70. Le dernier sacre de la BBC est d'une équipe incroyable, ultra réaliste, portée à bout de bras par le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Et la suite, l'histoire de la Ligue des Champions 2022, vous la connaissez forcément. Maybe they've got nothing to lose. If they win, it's great. It's another one on the long list. If they lose, they've already won 13 anyway. They've got that incredible relationship with the Champions League or the European Cup that nobody else has. C'est Vinicius, Benzema! Quelle erreur et ça relance tout! Le petit ballon pour Benzema! Le petit ballon pour Benzema! C'est pas possible! Karim Benzema! Benzema! Mais c'est incroyable! Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible! Le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain! Quel extérieur! L'extérieur de Luka Modric pour Rodrigo! Oh my God! Karim Benzema! Karim Benzema! Benzema la remise! Celui de Karim Benzema. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode sur le Real vous a plu, que vous avez peut-être appris des nouvelles informations sur l'histoire de la Maison Blanche à l'aide de ce petit rappel chronologique. J'ai essayé de mettre un maximum d'informations et de dates pour replonger vraiment dans le passé. N'hésitez pas évidemment à me dire si vous avez des idées pour le prochain club à traiter, je pense notamment à l'Ajax, à Milan ou à Liverpool, ou même pour un autre format de vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, lundi 18 h, pour une nouvelle vidéo.